J'adore le sujet qu'on va étudier aujourd'hui parce qu'on va prendre nos petits téléphones et on va se rendre compte que nos téléphones, ce sont des machines à faire des ondes et des ondes qui s'appellent des ondes radio. Et il y en a énormément dans nos ordiphones. Donc bienvenue dans cet épisode spécial de survie numérique, la balado-diffusion qui vous aide à protéger votre vie privée, sécuriser vos données et plein de choses. Je suis Michel Monfils, auteur du site survienumérique.com et du livre Manuel de survie numérique. Notre but, c'est plus de liberté, de vie privée, de sécurité et de minimalisme avec un minimum de jargon et un maximum de bonne humeur. Et oui, aujourd'hui, on explore quelque chose d'invisible mais d'omniprésent, nos traces radio. Et c'est comme ça que ça s'appelle, nos traces radio. Oui. Alors, la radio, ce n'est pas que la FM. Pendant des millions d'années, les humains laissent des traces physiques, des empreintes, des branches cassées, des pierres déplacées. Mais aujourd'hui, le paysage a changé. Dès que vous sortez de chez vous, ce n'est plus une trace dans la nature que vous laissez, c'est une trace numérique. Chaque fois que vous sortez, votre téléphone, vos écouteurs, votre montre connectée émettent des signaux. Et ces signaux, ils peuvent être collectés, analysés et utilisés pour vous suivre avec une précision troublante. Et on appelle ça une trace RF. Ah oui, trace RF pour trace radiofréquence. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre téléphone activement pour être tracé. Le simple fait que votre téléphone soit allumé, ça suffit. On va décortiquer comment fonctionne cette surveillance invisible et surtout, on va explorer des méthodes concrètes pour minimiser votre empreinte sans tomber, bien sûr, dans la paranoïa ou renoncer à la technologie. On va commencer par les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une trace RF? On se rappelle radiofréquence. Exactement, c'est quoi? Chaque appareil connecté émet des signaux radio pour communiquer. Par exemple, un téléphone, smartphone, ordiphone, mobile, téléphone gère 5 chaînes, et oui, 5 chaînes radio principales. C'est quoi des ondes radio? Ce sont des ondes. Alors, il y a le réseau cellulaire pour les appels téléphoniques et les SMS. 2, les données mobiles, les données, la data, 3G, 4G, 5G. C'est différent, ce n'est pas les mêmes ondes. Le Wi-Fi, ça fait 3. Le Bluetooth, ça fait 4. Le NFC pour les paiements sans contact, ça fait bien 5. Chacune de ces chaînes émet des identifiants spécifiques. On parle de chaînes de télé, ce sont des chaînes radio. Prenons les tours cellulaires. Elles doivent savoir où vous êtes pour vous fournir le service. Elles utilisent ce qu'on appelle la triangulation pour croiser les signaux de 3 tours ou plus pour déterminer votre position. Donc même si vous ne faites rien, votre téléphone indique en permanence au tour cellulaire où vous vous trouvez précisément. Et avec l'avènement de la 5G, qui est maintenant généralisée, la donne, elle a changé. Les nouvelles fréquences, combinées à une densité d'antenne plus élevée, permettent une localisation, tenez-vous bien, au mètre près. Au mètre près, on sait où vous êtes. Donc les réseaux savent non seulement où vous êtes, mais ils peuvent déduire vos habitudes. Ben oui, où vous dormez, où vous travaillez, où vous jouez. Et ça, c'est une donnée très puissante. Si j'ai un petit espion qui sait en permanence où vous êtes et combien de temps vous passez à votre ordinateur, dans telle pièce, à tel lieu, chez telle personne, j'en sais beaucoup sur vous. Et donc il va falloir, cette donnée, elle est très puissante, apprendre à la gérer. Alors maintenant, focalisons-nous sur le réseau cellulaire. Quelle est la différence entre 3G, 4G, 5G en matière de sécurité, c'est ça le réseau cellulaire. Alors, on va être un tout petit peu technique, mais 3G et 4G opèrent généralement entre 850 MHz et 2 GHz. La 5G, elle, utilise un spectre plus large, des bandes basses sous les 1 GHz pour la couverture, des bandes moyennes 2,4 à 4 GHz et des bandes hautes au-dessus de 24 GHz. La fréquence influence la précision. Les basses fréquences, elles portent loin, ce qui est idéal en zone rurale, mais offre une localisation moins précise. Les hautes fréquences, elles, bien que limitées en portée, permettent une géolocalisation extrêmement fine. Alors le risque, il ne vient pas seulement de la précision,
Parce que les opérateurs, ils conservent ces données pendant au minimum 1 an. On sait partout où vous êtes allé. Et ces données peuvent être partagées via des fuites, des réquisitions judiciaires, vendues commercialement. Et il y a aussi une autre menace assez active qui s'appelle les Stingray, pour quelques euros. Ce sont des dispositifs utilisés par certaines forces de l'ordre ou des services de renseignement qui se font passer pour une tour cellulaire légitime et qui vont forcer les téléphones à proximité à se connecter à eux, permettant de collecter les identifiants et la localisation des appareils, souvent évidemment, enfin souvent, presque toujours, sans que l'utilisateur, c'est-à-dire vous, moi, ne s'en rende compte. Il faut se protéger contre un Stingray. C'est difficile sans, il faut avouer, désactiver totalement le service cellulaire. Et pourtant, c'est quelque chose que je recommande. On va en reparler. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, il y a plusieurs options qui existent avec différents niveaux de protection. Donc, c'est variable. L'option la plus radicale, c'est le mode avion. Contrairement à une idée reçue, le mode avion, il désactive toutes les communications radio par défaut. Vous ne pouvez ni appeler, ni recevoir de messages, et vos autres ondes radio sont coupées. Notez que vous pouvez parfois réactiver manuellement le Wi-Fi ou le Bluetooth après avoir activé le mode avion. Mais par défaut, quand vous mettez mode avion, tout est coupé. Évidemment, on ne peut plus vous appeler et vous ne pouvez plus appeler non plus. Autre méthode que je préconise et que j'utilise en permanence, moi, c'est un sac Faraday. C'est une petite pochette blindée conçue pour bloquer tous les signaux entrants et sortants. Votre téléphone, il est physiquement isolé de l'extérieur. Et là, c'est une garantie 100%, parce que c'est isolé électriquement. Aucun signal ne peut sortir, même si l'appareil est allumé. Évidemment, il y a une autre option, c'est éteindre le téléphone. À ce moment-là, les chaînes radio sont désactivées. Alors, si vous voulez dire, ok, je n'utilise pas le cellulaire, mais on ne peut plus m'appeler. Si, parce que ma recommandation, c'est d'utiliser la voix sur IP, le VoIP. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de téléphoner, j'utilise Signal, et j'utilise Signal en vocal. Et comme Signal est chiffré, ça veut dire que, évidemment, ça va utiliser à ce moment-là le data ou le Wi-Fi. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que je peux tout à fait utiliser un téléphone, ce que je fais très régulièrement, sans le data, mais uniquement avec le Wi-Fi, sans carte SIM. C'est-à-dire que je n'ai pas de carte SIM, mais sur mon téléphone est installé Signal, et j'ai tous mes contacts qui utilisent Signal, ou WhatsApp si vous voulez, et je me connecte en Wi-Fi chez moi ou au bureau, et je peux téléphoner aux gens, envoyer des messages, qui ne s'appellent pas des SMS, et ma recommandation c'est Signal, c'est chiffré de bout en bout, et à ce moment-là, vous ne vous exposez pas au réseau cellulaire traditionnel. Si vous devez utiliser votre téléphone en mobilité tout en réduisant votre profil, vous pouvez utiliser un point d'accès mobile qu'on appelle un hotspot. Le réseau, il verra l'idée du hotspot et pas celui de votre téléphone personnel. Bon, autre possibilité d'avoir plusieurs téléphones, voilà, carte SIM, etc. Mais bon, il y a toujours le compromis entre commodité et vie privée. Ça, c'est pour le cellulaire. Mais maintenant, il y a le Wi-Fi. Et le Wi-Fi, c'est souvent un peu le grand oublié de la sécurité. Et pourtant, c'est souvent une des traces radio les plus bavardes. Parce que votre appareil demande constamment au réseau environnant s'ils sont disponibles. Si vous avez activé le Wi-Fi sur votre téléphone, il cherche en permanence à se connecter au Wi-Fi. Même quand vous n'êtes pas connecté, il y a d'autres réseaux Wi-Fi autour, vous le voyez qui s'affichent sur votre téléphone. Donc en permanence, il cherche des réseaux Wi-Fi, même quand vous êtes connecté. Et il diffuse en permanence des requêtes contenant votre adresse MAC, M-A-C, c'est votre adresse très importante associée à votre téléphone. Il va échanger aussi le nom de votre appareil, la liste des réseaux que vous avez déjà recherchés. Et ça permet un traçage par ce qu'on appelle le fingerprinting. Oui, le fingerprinting, ce n'est pas que pour les ordinateurs, c'est aussi pour les ordiphones. Il existe des bases de données massives qui recensent les réseaux Wi-Fi par emplacement géographique. Si un observateur capture les réseaux que votre téléphone recherche, il peut reconstituer vos déplacements passés et présents. C'est extrêmement utilisé par les pirates, les forces de l'ordre, etc. De plus, les réseaux publics, quand vous connectez un Wi-Fi public dans un bar, un hôtel, une gare, voilà, c'est là où il y a le plus d'attaques, ces vecteurs d'attaque majeurs. Les attaquants, ils peuvent créer des points d'accès malveillants, c'est très facile à faire, qui imitent les réseaux légitimes. On appelle ça des attaques Evil Twin, jumeaux maléfiques. Et si vous vous connectez, vous croyez que c'est... Parce qu'eux, ils vont créer un réseau sur votre téléphone, vous pouvez nommer votre téléphone comme vous le voulez. Si vous voulez, vous nommez votre téléphone SNCF et que vous allez à la gare et les gens voient un réseau gratuit SNCF, ils s'y connectent, paf, ils s'y connectent à mon téléphone et je pirate tout ce qu'il y a dessus. C'est extrêmement facile. Donc les experts
dont moi, recommande, je ne suis pas un expert, mais voilà, recommande d'éviter les Wi-Fi publics, surtout s'il n'y a pas d'authentification. Donc les réseaux Wi-Fi gratuits, vous pouvez vous connecter sans identification. À ce moment-là, c'est là où je recommande, si vous avez besoin de vous connecter à Internet, vous n'utilisez pas le Wi-Fi et vous utilisez les données mobiles. C'est plus sûr. Bonne pratique du Wi-Fi. Comment se protéger? 1. Désactivez toujours le Wi-Fi quand vous ne l'utilisez pas. Vous êtes chez vous sur un réseau chiffré avec un mot de passe, hop, vous activez Wi-Fi dans votre téléphone, vous connectez, parfait. Même chose au boulot. Vous désactivez la connexion automatique au réseau ouvert. Il est hors de question que mon téléphone se connecte à un réseau que je ne connais pas à mon insu. Supprimez dans votre téléphone tous les réseaux sauvegardés. Vous gardez les mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé, mais ne laissez pas votre téléphone chercher ces réseaux en permanence. Et recommandation que j'ai déjà donnée, évitez les Wi-Fi publics non sécurisés. Si vous devez absolument utiliser un Wi-Fi public, sachez que les appareils Android récents et iOS pour les iPhones permettent désormais ce qu'on appelle la randomisation. C'est générer une adresse MAC au hasard. Randomiser, ça veut dire au hasard. Cette fonctionnalité génère donc une adresse aléatoire pour chaque réseau, empêchant le traçage basé sur l'adresse matérielle. Pour les utilisateurs avancés ou les situations critiques, vous pouvez éventuellement utiliser un dongle Wi-Fi USB pour masquer l'adresse MAC de votre appareil principal. C'est moins utile aujourd'hui avec cette histoire de générer une adresse aléatoire pour chaque réseau. Moi, j'utilise quand même un routeur de voyage qui permet de cloner une adresse MAC pour faire croire au réseau que vous êtes un appareil déjà autorisé. Bon, voilà. Quand je vais dans des hôtels, j'utilise un petit routeur de voyage. Voilà. Une petite manip, il faut connaître. Mais de toute façon, c'est le même routeur que j'utilise chez moi, donc comme ça, je l'emmène avec moi, et puis voilà. Le Bluetooth et le NFC, je vais traiter ça ensemble. Bluetooth et NFC. Le Bluetooth est surtout ce qu'on appelle le Bluetooth Low Energy, BLE, Bluetooth Low Energy. C'est ce que tout le monde a aujourd'hui. C'est une portée de 60 à 100 mètres dans les bonnes conditions. Que le NFC, vous savez, c'est pour payer sans contact. C'est une portée inférieure à 1 mètre. Souvent, c'est que quelques centimètres. Donc, les NFC, c'est surtout pour les paiements sans contact. Il ne nécessite pas d'appairage. C'est ça le problème, ce qui le rend rapide. Mais ça émet des signaux quand même. Le Bluetooth, vous le savez, c'est pour les écouteurs, les montres connectées, les enceintes. Mais là, chaque appareil possède une adresse MAC unique. En plus, il y a de plus en plus de magasins. Alors ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça vient en France. Je l'ai vu dans les tunnels autour de Paris qui utilisent des capteurs BLE. Alors dans les magasins aux États-Unis. Et donc si vous avez leur application installée et que le Bluetooth est activé, ils vous localisent en temps réel. Ils savent quel produit vous regardez, combien de temps vous restez devant et vous envoyez, oui, des notifications ciblées avec des vraies pubs si vous voulez. C'est du marketing ultra précis. Alors dans les tunnels, ils le font parce que dans les tunnels, on perd le GPS, on est paumé. Et donc on peut activer le Bluetooth et comme ça, votre GPS sait où vous êtes par rapport aux balises Bluetooth des tunnels. Évidemment, si vous allez dans un magasin, je ne crois pas que ça se fasse encore en France, mais ça viendra. Mais comme aux États-Unis, Walmart, Target, ils le font, et que leur base de données de ces enseignes est piratée, toutes ces données deviennent alors des informations précieuses pour des tentatives de fraude par email ou SMS. Alors, je n'ai pas vraiment parlé du GPS que je viens d'évoquer, parce que épisode de podcast dédié au GPS, c'est trop important, il faut le traiter à part. Mais quand même, comment se protéger du Bluetooth et du NFC? Désactiver, c'est logique, le Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas. Ne laissez pas, comme pour le Wi-Fi, le Bluetooth se connecter en permanence. Non. Supprimez les appareils appairés obsolètes que vous n'avez plus, vérifiez dans la liste. Utilisez des étuis anti-radiofréquence pour vos cartes bancaires. Je mets toutes mes cartes dans des... J'en ai même à survie numérique que j'ai fait faire à l'effigie de survie numérique, très belle carte qu'on met dans notre portefeuille et qui bloque les ondes des lecteurs de NFC. Et puis moi, pour me connecter, plutôt que d'utiliser le Bluetooth, désolé, j'utilise un casque à fil et notamment dans les voitures de location, je n'utilise pas le Bluetooth, je n'utilise qu'un câble qui transmet l'audio uniquement et aucune donnée parce qu'aujourd'hui, nos voitures exfiltre des tas de données vers le système du véhicule. Vous pouvez changer l'adresse MAC Bluetooth, c'est possible, mais c'est compliqué. Moi-même, je ne sais pas le faire, donc voilà. La désactivation, pour la majorité d'entre nous, ça reste la méthode la plus fiable. Bon,
Mais je voudrais quand même parler d'une autre radiofréquence, c'est les cartes physiques, les cartes bancaires, les badges d'accès, les cartes d'identité NFC. Je ne crois pas qu'il y ait ça en France, mais dans certains pays il y a ça. Mais des tas de badges d'accès pour payer dans les transports en commun, etc. Vous avez ces cartes pour faire des tas de choses extraordinaires. Ces objets, ils émettent des signaux passifs et qui vont répondre que quand un lecteur actif les interroge. Quand vous payez sans contact, votre carte elle ne fournit pas d'énergie, mais le lecteur de carte du commerçant va envoyer de l'énergie à votre carte qui va répondre. Donc en théorie, un lecteur puissant peut interroger cette carte à distance, mais en général c'est quelques dizaines de centimètres maximum. Sauf que dans les transports en commun, ça se fait beaucoup. Vous imaginez, le gars, il a un petit boîtier, comme un boîtier de commerçant. Il met 50 balles, puisque on peut, dans les commerces aujourd'hui, on paye jusqu'à 50 € sans s'identifier. Donc il met 50 € et il passe le long des gens, près des poches, près des sacs à main de ces charmantes dames, etc. Et il met 50 €, 50 €, et il vous pirate de l'argent, et vous ne comprenez pas d'où est parti ces 50 €. Voilà, on parle de skimming dynamique. Un attaquant passant près de vous peut récupérer votre nom, éventuellement votre numéro de carte et date d'expiration et le CVV, les 3 chiffres au dos. En général, il n'est pas inclus. Mais pour certaines fraudes, des fois, c'est utile. Donc, bon, en général, normalement, ça va. Mais bon, ça craint quand même. Je n'ai pas envie que mon numéro de carte bleue soit copié par des gens. Donc l'idée, c'est simple, utiliser un outil, les banques en donnent, on en trouve des portefeuilles blindés, des étuis anti-RF. Moi j'ai une carte anti-RF, comme je viens de le dire, que je mets dans mon portefeuille, que j'ai fait à l'effigie de survie numérique. Quand vous utilisez une carte, tenez-la près de votre corps parce que le corps atténue le signal et réduit la portée de lecture potentielle. C'est un peu comme vous avez pris l'habitude, j'espère, de cacher votre code PIN de votre carte bleue avec la main quand vous le faites dans une banque ou dans un magasin, vous cachez. Eh bien, il faut prendre l'habitude de faire pareil avec les paiements sans contact, mais sauf que là, on protège avec notre corps. Je veux vous parler d'autre chose, des ordinateurs sur roue. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur sur roue? C'est ce qu'on appelle une voiture. Aujourd'hui, il faut savoir que la société Privacy for Cars, qu'est-ce que c'est confidentialité pour voiture, on vous dirait en français, définit 5 niveaux de connectivité. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nos ordinateurs sur roue, nos voitures ordinateurs sur roue se connectent. Alors c'est noté de 0 à 5. La plupart des conducteurs se situent au niveau 2, ça s'appelle connectivité indirecte via téléphone, ou 3, connectivité directe avec des contrôleurs intégrés. Ces véhicules, ils collectent localisation, comportement du conducteur, ben oui, parce que le GPS, il sait si vous accélérez, freinez brutalement, tournez à droite, à gauche, la télémétrie, l'utilisation de toutes les applications de votre téléphone, et ces données sont stockées dans la petite voiture ordinateur sur roue, localement, et souvent partagées avec des tiers. Oui, le propriétaire de la voiture, le locataire de la voiture, la marque de la voiture communiquent. Oui, et on sait des choses. Vous avez acheté une voiture, mais on continue à pomper vos données. Android Auto et CarPlay facilitent le partage de connexion. Ne faites pas ça. Utilisez un câble USB, c'est mieux que le Bluetooth. Certes, vous partagez toujours votre réseau mobile avec la voiture, mais bon, idéalement, limitez ces connexions ou utilisez un GPS autonome pour la navigation sans le connecter à la voiture. Donc, par exemple, un GPS autonome, c'est votre téléphone lui-même sans connecter votre téléphone à la voiture, c'est ça. Alors, pour ce qui est des péages électroniques avec les badges, ils transmettent votre véhicule et vos informations de paiement à tous les capteurs équipés. Donc, quand vous êtes sur l'autoroute, vous sortez le badge, sinon il est dans un conteneur blindé. Et oui, bienvenue au monde hyper connecté. Il faut savoir qu'à l'avenir, les nouvelles voitures communiqueront avec les infrastructures via la technologie, tenez-vous bien, V2X, ça veut dire Vehicle to Everything. Vous entendez bien ce que je viens de dire, V2X. Le X veut dire Everything. Le but, c'est de connecter votre voiture à tout. Cela permettra bien sûr des choses très bien, des alertes de collision et de travaux, mais le compromis est énorme. J'allais dire beaucoup de données. Toutes vos données seront collectées avec quasiment pas d'anonymisation. La technologie utilisée pour ces échanges s'appelle WAVE, W-A-V-E, Wireless Access in Vehicular Environment. Elle est intrinsèquement peu sécurisée, sans chiffrement fort. Pourquoi? Parce que sinon ça créerait des contraintes de latence. Et
et donc, comme on veut que ça aille vite, on ne chiffre pas. Du coup, toutes vos données sont cadeaux pour tous les gens qui ont mis ces petites choses dans votre voiture, entre autres le constructeur de la voiture. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de technologies dans nos voitures faites par différents acteurs qui vont se nourrir de vos données. Donc, vous voyez, pour terminer, il y a beaucoup de choses à considérer. Apprenez comment cela fonctionne. Ça nous permet de comprendre comment les hackers déconstruisent les transmissions. Et puis si vous voulez vous passionner pour ça, vous pouvez devenir radioamateur. En France, on peut passer un certificat de radioamateur avec une petite radio portative UHF. Vous allez comprendre plein de choses sur plein de transmissions, vous amuser avec les canaux de service public, comprendre l'environnement électromagnétique qui vous entoure, etc. etc. Pourquoi je vous parle de ça? Quand j'étais gamin, j'étais passionné, quand j'étais pré-ado et ado, de la CB, parce que je faisais du bateau et je communiquais avec plein de gens avec la CB et j'avais appris des trucs sur ça et c'était génial. Et voilà. Donc rappelez-vous, Pramonitus, Prémunitus, prévenu à demi-armée. Vous savez maintenant ce qui sort et ce qui rentre de nos téléphones. Et encore, je n'ai pas parlé quasiment pas du GPS. C'est énorme. Il y a un autre épisode de podcast sur le sujet. Donc vous savez quoi, connectez-vous sur survienumérique.com, protégez vos données, restez curieux, gardez le sourire et bonne journée!